Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, l'abrogation de la réforme des retraites. Le RN défendait sa proposition de loi en commission ce matin, mais le texte a été vidé de sa substance. L'abstention des Insoumis a pesé. Alors qui piège qui dans cette affaire? Et sur le fond, a-t-on les moyens de revenir aux 62 ans au vu de la dégradation de nos comptes publics? C'est notre grand débat dans un instant avec mes invités. Officiellement, il ne regrette rien de rien. Avec notre invité, on va revenir sur la dissolution d'Emmanuel Macron. 9 juin, 7 juillet, 28 jours qui ont stupéfié la France. La rédaction de Politico nous plonge dans les coulisses de la surprise du chef chez De Noël. Pauline de Saint-Rémy en a coordonné la rédaction. Elle sera notre invitée dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, soigner ou punir? L'insoumis Andy Kerbrat, pris en flagrant délit d'achat de drogue de synthèse, peut-il rester député? Tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire, ça vous regarde. Installez-vous, c'est parti. C'était un cas de conscience pour la gauche, mêler ou non ses voix au RN pour abroger la réforme des retraites. Question que les Insoumis ont dû trancher ce matin en commission des affaires sociales où le RN défendait sa proposition de loi. À l'arrivée, rien ne s'est passé comme prévu. On va le voir, le texte a été vidé de sa substance et le débat dans l'hémicycle jeudi prochain pourrait même ne pas avoir lieu du tout, alors que beaucoup de Français espéraient le retour aux 62 ans. Ils devront encore attendre. Bonsoir Thomas Ménager. Bonsoir, merci de votre invitation. Député Rassemblement National du Loiret, c'est vous qui défendiez cette proposition ce matin en commission. Bonsoir Adrien Clouet. Bonsoir. Député LFI de Haute-Garonne, vous aussi, vous souhaitez l'abrogation, mais vous avez choisi, les Insoumis de cette commission, de vous abstenir. Bonsoir Philippe Bigier. Bonsoir. Bienvenue, député Modem d'Eure-et-Loir. Vous, vous êtes farouchement opposé à l'abrogation de cette réforme. Enfin, bonsoir Fanny Guinochet. Bonsoir. Pour m'accompagner, journaliste économique à La Tribune et à France Info, la radio. Alors, que s'est-il passé précisément au sein de cette commission ce matin? Avant de vous entendre, d'ailleurs, messieurs, vous y étiez tous les trois, eh bien, le récap d'Elsa Mondingava. Bonsoir Elsa. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Vous le savez, la réforme des retraites, elle s'invite à intervalles réguliers ici à l'Assemblée nationale. Et on en parle ce soir, c'est le Rassemblement national qui a décidé de remettre le sujet sur la table. Vous l'avez dit, dans sa niche parlementaire, c'est-à-dire la journée où les groupes minoritaires peuvent défendre des propositions de loi, des PPL dans le jargon. Une PPL de 3 articles, passer de 64 à 62 ans l'âge légal, revenir à 42 annuités. Et puis l'article 3, c'est un gage financier. On explique comment on finance tout ça. Le texte était donc débattu ce matin en commission des affaires sociales. Et le Rassemblement national a demandé un scrutin public. Regardez comment ça s'est passé. Ayant été saisi d'une demande de scrutin public, mon voisin va faire l'appel député par député qui va donner de manière claire le sens de son vote. Pour, contre ou abstention, de manière à ce qu'on recueille le positionnement de chacun. C'est donc l'ouverture du scrutin public. C'est très rare, un scrutin public en commission, mais là, le Rassemblement national voulait les noms de ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa proposition de loi. Pour les rendre publics, vous savez, ça s'appelle le name and shame. Et donc, le Rassemblement national voulait clairement piéger la gauche. C'était, à peu près assumé par Jean-Philippe Tanguy il y a quelques jours. Je trouve dommage d'utiliser le mot piège, je le comprends, et on n'est pas des saints en politique, évidemment. Il y a aussi un combat avec nos adversaires politiques, mais c'est eux qui se piègent tout seuls par leur sectarisme. Et oui, parce que le nouveau Front populaire, normalement, est pour l'abrogation de la réforme des retraites, mais là, une grande majorité s'est abstenue. Il y a eu quelques votes contre, un vote pour d'un communiste. Écoutez les explications d'Antoine Léaumont. On ne va pas leur faire le cadeau de leur racheter un vernis social sur une proposition de loi qui en plus est inefficace et inepte. Alors, maintenant, Elsa, que va faire le RN
Thomas Ménager va vous le dire, je vais vous le dire un petit peu en avance, il va redéposer des amendements en fait pour rétablir le texte initial, sauf que ces amendements, ils pourraient bien être retoqués par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un précédent, c'est exactement ce qui s'était passé en juin 2023, il y a une éternité. C'était le groupe Lyot qui avait aussi défendu une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Même scénario, article rejeté en commission, amendement pour le rétablir, et la présidente de l'Assemblée avait déclaré l'amendement irrecevable au titre de l'article 40, celui qui interdit aux députés de créer de nouvelles charges. Après, le RN aura deux solutions, soit retirer son texte, soit le maintenir en séance le 31 octobre, mais ce sera une coquille vide, mais une tribune politique pour les troupes de Marine Le Pen. Merci beaucoup Elsa Mondingaba, c'était d'une limpidité remarquable. Alors, on commence avec vous, Thomas Ménager. Vous allez nous dire ce que vous allez faire dans l'hémicycle, mais déjà, est-ce que vous attendiez à ce qui s'est passé en commission des affaires sociales ce matin? Est-ce que vous êtes surpris par ce scénario? On s'attendait à ce que la duplicité du NFP soit mise au grand jour. Et je remercie les communistes, M. Monet, qui lui, au final, a dit qu'il était dans un combat contre le Rassemblement national, et il en a le droit, on est en démocratie, on a le droit de se combattre pendant les élections, mais que quand un texte permettait aux Français de partir plus tôt, et était en conformité avec ce qu'il avait porté devant ses électeurs, il le votait. Il l'a voté, et je l'en remercie. Aujourd'hui, cette opération de transparence, avec ces scrutins publics, nous la souhaitons, parce que les Français sont dégoûtés de la vie politique quand ils entendent un certain nombre de leurs élus sur les marchés, sur les plateaux télé, défendre un certain nombre de mesures, et au final, pour défendre leur chapelle, pour, je cite, ne pas faire un cadeau. Mais ce n'était pas un cadeau pour le Rassemblement national, ça n'aurait pas été la victoire du Rassemblement national, ça aurait été la victoire des Français. Donc quand j'entends M. Léaumont... Il fallait encore qu'elle soit votée dans l'hémicycle. Oui, bien entendu, mais ça aurait été une première étape. Quand j'entends M. Léaumont, c'est vraiment typique de ce que la politique dont les Français ne veulent plus, et ça en dit long sur le réel combat pour les Français que mène le NFP aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une coquille vide. On va voir ce qui va se passer, probablement article 40. Qu'est-ce que vous allez faire si elle est tout simplement pas recevable, cette proposition de loi, jeudi prochain? Je déposerai bien entendu des amendements pour réintroduire, parce que s'ils ont été jugés recevables, il devrait y avoir un parallélisme. Alors c'est vrai qu'il y a une jurisprudence qui est celle de la proposition de loi de M. de Courson. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu le 7 juillet une très large majorité qui a été élue sur l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a aujourd'hui une réelle attente des Français, et je pense que Mme Braun-Pivet doit l'entendre aussi et accepter, et que ces amendements soient recevables. Dans tous les cas, ce qu'on fera en fonction des décisions de recevabilité, ça je vous l'annoncerai dans les prochains jours, mais le combat continuera, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour abroger la réforme des retraites, pas pour nous, pas pour le RN, mais pour les Français. Alors avec l'abstention des Insoumis, c'est comme s'il n'était pas là, on va dire ça comme ça, en commission des affaires sociales, vous vous êtes retrouvé, Philippe Vigier, majoritaire, macroniste plus droite, pour vider de sa substance cette proposition de loi. On est dans les manœuvres à tous les étages, franchement. Est-ce que c'est à la hauteur? Moi, je vais vous dire, c'est très simple. Je ne suis pas dans la manœuvre. Simplement, c'est vous qui avez décidé quand même de... Non, mais on n'a rien décidé. Moi, j'ai décidé de ne mettre dans ce texte que 2 petits rapports et donc plus rien à voir en votant contre tout. C'est très simple. Premièrement, il n'y avait pas de manœuvre, de calcul. Ce n'est pas parce qu'il y a une proposition de loi qui vient du RN qu'on doit obligatoirement la repousser ou venant du NFP. Ça c'est de la politique politicienne. Ce n'était pas ma logique. Moi, si vous regardez mon engagement ici, dans cette maison, depuis quelques années, il a toujours été le même. La réforme de Mme Touraine, je l'ai votée. Cette réforme-là, la dernière, je l'ai votée, mais il y a eu d'autres avant, celle de Fillon, celle de Bertrand, celle de Woerth. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas raser gratis. Et en fait, je crois le plus grand travers, la plus grande faiblesse du texte qui a été présenté par Thomas Ménager, même s'il a mis enthousiasme, c'est que ça n'est pas financé. Alors, on va venir sur le fond, mais il s'est passé quelque chose. Sur le fond, il y a quand même une majorité de députés qui ont décidé de retirer tout, on va dire l'essentiel de ces 3 articles, pour ne garder que 2 petits rapports qui n'ont rien à voir avec... Mais moi, je n'ai même pas voté pour les rapports. Vous pouvez regarder, je n'ai même pas voté pour les rapports parce que ça n'avait pas de sens, parce que j'estime que c'est mentir aux Français que de leur dire que l'on pourra partir à la retraite à 60 ans, 62 ans, car il manque, il faut dire ce chiffre, je l'ai dit ce matin en commission. Pour le 2025, c'est déjà 10 milliards dont on sait qu'il manque pour les retraites, mais pas que cela. Personne ne tient compte d'un chiffre, c'est celui qui est apporté par l'État pour équilibrer le système de retraite. Sur le financement des retraites. On est sur des chiffres de l'ordre de 50 milliards d'euros. Alors moi, je veux bien qu'on rase gratis, qu'on dise à tout le monde, vous savez, je ne vais pas avoir la violence de rappeler à Thomas Ménager, parce que ce n'est pas lui qui l'a dit. Madame Le Pen, en 2022, j'ai retrouvé une citation formidable,
on pourra partir à la retraite à 60 ans. Mais vous voyez, les Français, ils ne veulent pas. Et Thomas Ménager a un très bon argument que je lui renvoie. C'est pas notre programme aujourd'hui, vous le savez. Pardonnez-moi, mais on va venir au fond du débat dans un instant, s'il vous plaît. Français, dans une campagne présidentielle, qui est un élément absolument fondateur. On a connu ça avec François Hollande. Je reviendrai sur les trucs injustes, tout ça. Jamais fait. La gauche n'est jamais revenue en arrière sur aucune réforme avant. Et là, c'est Marine Le Pen elle-même qui avait dressé le décor en disant on fera la retraite à 60 ans. Bien. Alors, les Français je vous ont été promets, blousés. Philippe Vigier, qu'on va avoir ce débat de fond sur l'opportunité aujourd'hui de revenir aux 62 ans. Je voudrais qu'on termine sur ce qui s'est passé en commission. Adrien Clouet, comment vous expliquez aux Français et à vos électeurs de gauche qui ont bataillé fermement contre cette réforme, qui ont fait grève parfois avec des retenues sur salaire, que vous avez préféré vous abstenir? Mais parce qu'à aucun moment ce matin, on a voté pour établir l'âge de départ à 62 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Vous osez tout, vous osez tout. Je vais Désolé, j'étais obligé de rire parce que je vais vous expliquer votre texte. c'est Je vais vous vraiment- expliquer votre texte en 3 points. C'est Très triste, rapide. Un, triste politique. laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oh, Je mais- vous ai écouté non-stop. Et c'était très long. Donc, en 3 points, pourquoi ce texte, de toute façon, ne pose pas la question que vous posez ? Premièrement, vous déposez un texte qui n'a aucun interlocuteur au Sénat. Donc, quoi qu'il se passe ce matin, quoi qu'il se passe, il n'allait pas au Sénat et c'était mort. Premièrement. Deuxièmement, plus important, en même temps qu'on examinait le texte en commission, il y avait des débats dans la commission d'à côté, aux finances. Là, il y a eu un texte qui a été voté aussi sur le retour à 62 ans. Le RN a voté contre. Donc vous avez les mêmes qui, dans une salle, vous disent « Oui, soi-disant, on veut abroger la réforme Macron ». Dans la salle d'à côté, ils votent l'inverse. Alors, vous avez conscience Donc, que c'est pour pas les sérieux. Français, Et- ça s'apparente à de la tambouille générale. C'est extrêmement difficile à non, suivre. mais attendez. Moi, j'ai une question Non, mais simple. attendez, non, mais Si c'est je- pas je un bon finis juste texte, sur un dernier pourquoi point. vous vous abstenez? Je finis Pourquoi vous votez pas juste sur un contre dernier- alors? Sur un dernier point, c'est que je ne suis pas d'accord avec le contenu du texte. Mais alors, pourquoi vous Donc- ne votez pas contre? C'est le texte de M. de Courson que vous avez voté. C'est strictement le même dispositif, M. Clouet. Ah bon, c'est le Mais même texte strictement, à la Allez. virgule près. Ce n'est pas à la vrai, virgule près. pour On une ne fait raison pas confiance simple. à nos administrateurs de l'Assemblée nationale Non, qui non. font un Allez. travail remarquable. Alors justement, C'est strictement Non, mais le même attendez, texte. non, mais- c'est intéressant parce Non, qu'il y a mais vous avez un il y a des mensonge ici. téléspectateurs. Je Vous vous avez redonne un la mensonge parole. ici. Les téléspectateurs et Je vous redonne la Oui, parole, vous avez mais raison, je voulais qu'on fasse ce premier tour de table parce que il y a des Français qui l'attendent, cette abrogation, Oui. et même, pourquoi pas, une majorité de Français quand on regarde Oui. les enquêtes. On est allé dans une terre de gauche, à Bobigny, une terre insoumise, et on leur a posé la question, faut-il voter oui ou non avec le RN sur une proposition que la France insoumise défend? Reportage Dario Borgogno. À Bobigny, ville qui a voté la France insoumise à plus de 70% aux dernières législatives, voter pour l'abrogation de la réforme des retraites proposée par le Rassemblement national provoque cette réaction. Ça vous dérange pas que ce soit le Rassemblement national qui propose? Pas du tout, puisqu'ils sont pour qu'on travaille moins, c'est ça? Oui, ça me dérange pas. Mohamed, 45 ans, travaille dans le milieu de l'industrie. Il commence à 4h du matin chaque jour et ne se voit pas continuer au-delà de 60 ans. Le travail, ça casse. Donc on a mal partout, on n'arrive plus à dormir. Du coup, on n'y passe pas arriver jusqu'à cet âge-là pour toucher une pension de retraite. Après, si c'est Marine Le Pen qui propose quelque chose de bon, pourquoi pas? C'est ce que nous, on souhaite. Que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, si ça arrange tout le monde, ça va de bon sens, pourquoi pas? Si LFI veut attendre sa niche parlementaire du 28 novembre, pour Constantine, 50 ans, à ESH, inutile d'attendre. C'est enfantin, quoi. C'est un jeu de bac à sable. Moi, je ne suis pas lépéniste. Mais en même temps, pour moi, dans la vie, il faut voir le juste milieu. Il faut voir ce qui est intéressant. C'est pas parce que je ne vous aime pas que si vous dites quelque chose qui est intéressant, je vais la rejeter comme ça. RN ou LFI, peu importe donc pour ces Français. Voilà, on est quand même à Bobigny, ce sont vos électeurs. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, Adrien Clouet? Que le contenu, il est plus important que l'émetteur. Qu'est-ce que vous leur répondez? Que la question est mal posée. Vous êtes en train de leur poser la question, faut-il voter un texte qui abroge la réforme Macron? Mais ce n'est pas le sujet. Ce texte ne l'abroge pas. Ce texte ne peut pas aller au Sénat, donc il ne peut pas être efficient. Ce texte, il vient des mêmes qui ont sauvé M. Barnier à plusieurs reprises, qui refusent de le censurer. Le gouvernement qui porte le report Et de vos l'âge de départ à la électeurs disent retraite. qu'il faut voter le Et à texte du l'intérieur- RN. Et à l'intérieur. Moi, je l'ai lu parce que je vous prends au sérieux. M. Ménager, il nous a fait un papier, ça va avec le texte, nous disant comment il payait. Vous avez un projet
d'abrogation, vous avez un projet sur les retraites qui consiste à nous dire, c'est écrit noir sur blanc, c'est la page 9 du document de financement qui va avec. Vous nous écrivez... On ne va pas rentrer bah oui, mais attendez. Dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que même au sein de LFI... On est obligé de rentrer dans le détail mais vous avez des parlementaires LFI qui sont d'accord pour le voter. Émeric Caron, il est dans votre groupe. Il commence à ouvrir ce débat dans le 18e. Il dit, oui, moi, je veux voter pour abroger. C'est bien qu'on ouvre des débats, mais est-ce que je peux juste finir pour... Je vous en prie, monsieur. Attendez, quand même. Ils nous présentent une soi-disant réforme des retraites qui ne peut pas aboutir, mais admettons. Et ils nous disent, noir sur blanc, à l'intérieur, M. Ménager nous dit, ceux qui vont payer ne seront pas ni les revenus au-dessus de 4 000 euros, ni les grandes entreprises. En fait, qui va payer votre histoire ? Alors justement, mais c'est on ça y vient. Qui est en jeu, Merci en fait. pour Moi, cette je ne suis pas d'accord avec ça. Transition. Fanny Guinochet, on va faire un point. Déjà, les retraites dans les dépenses publiques, c'est le premier poste de dépense ? C'est le poste qui coûte le plus cher. Et de loin, c'est plus de 300 milliards d'euros par an. C'est effectivement alors aujourd'hui, il y a beaucoup de retraités, et on a des retraités, et là, c'est vraiment factuel. C'est démographique. On a aujourd'hui des retraités qui qui restent plus longtemps à la retraite qu'avant. Et il faut s'en réjouir parce que c'est un effet de l'espérance de vie. Mais du coup, ça vous fait des pensions qu'il faut verser plus longtemps. C'est 25 ans en moyenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où pour financer ce régime des retraites, on a une démographie qui ne suit pas et qui, visiblement, on ne va pas présager de ce que vont donner les années à venir. Mais en tout cas, les femmes, j'ai envie de dire les couples, parce que les femmes ne font pas des enfants toutes seules, les couples font moins d'enfants qu'auparavant. Donc vous avez moins d'actifs pour financer de plus en plus de retraités. Voilà, 14,4% du PIB, le financement des retraites. Le retour aux 62 ans du PIB. Et c'est vrai que le recours aux 62 ans... Ça coûterait combien en plus ? Alors, on a plusieurs études, mais c'est vrai qu'on a grosso modo une étude du corps du Conseil d'orientation des retraites qui, normalement, fait consensus avec des économistes autour, en tout cas c'est là-dessus que l'on se base, ça coûterait 16 milliards d'euros d'ici 2032, mais rien que l'année prochaine, ça coûterait entre 3 et 4 milliards d'euros. Ça, c'est facialement, c'est-à-dire c'est ce qui ne rentrerait pas, mais il y a tous les coûts induits, en fait, qu'il faut voir. C'est-à-dire que si on revenait, déjà, ça poserait une difficulté, parce qu'il y a déjà la réforme des retraites dont on parle, elle a été enclenchée l'année dernière, dès le mois de septembre. Alors, elle se met en place progressivement, mais donc, du coup, vous avez des gens qui l'ont déjà vécu. Les caisses étaient déjà en déficit, il y a eu une réforme, donc si on retourne aux 62 ans, bonjour le déficit. Vous voyez. Et puis, par ailleurs, il y a tous les coûts induits, c'est-à-dire que quand les gens ils travaillent plus longtemps, en fait, ils payent des cotisations et ça remplit d'autres caisses. Ça remplit des caisses de l'assurance maladie, ça remplit des caisses des accidents du travail. Donc vous voyez, en plus, c'est pas seulement juste les retraites, c'est que vous avez des systèmes, j'ai envie de vous dire, de vases communicants sur notre modèle social. Pour bien comprendre et sans prendre parti, ce n'est pas le bon moment. Pour revenir aux 62 ans. En tout cas, ça fait... Non, mais après, la question du moment, moi, je ne suis pas là pour la poser. Non, mais au vu du fait qu'on recherche déjà 60 milliards. C'est qu'on voit par ailleurs un État français qui cherche plutôt de l'argent. Et un régime qui, pour l'instant, tel qu'il est conçu, ou bien alors vous avez des propositions qui sont faites ailleurs, des propositions de système par points, etc. Qui va payer ? Mais en tout cas, le système tel qu'il est conçu, il n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenu là, il est en déficit. Et plus on avance, et plus, c'est très clair. En tout cas, dans les 10-15 ans à venir, il va être en déficit. Le débat sur le fond, il est clairement sur le financement. Ceux qui nous regardent, et il y a beaucoup de Français qui attendent cette abrogation. Qui paye ces 16 milliards d'ici 2032 à rajouter aux caisses de retraite. Comment vous financez l'abrogation ? Thomas Ménager. Vous avez raison, c'est un des sujets majeurs qui nous a animés aujourd'hui et qui doit nous animer dans les prochaines années. Et ça n'avait pas empêché la dernière fois Monsieur Clouet de voter le texte de Monsieur Courson qui n'apportait aucune solution en matière de financement. Mais je réponds sur le fond. On était d'accord avec M. Courson. C'était quoi sa source de financement ? Alors c'était le déplafonnement. Il n'y avait rien du tout dans le texte. Si vous posez une question, laissez-moi répondre. C'est le déplafonnement des cotisations. Attendez, parce que là, moi, je pense que personne ne comprend votre... Non, mais il pose des questions, moi je réponds, je lui explique. Je vous donne la parole juste après. Monsieur Clouet. Très bien. Concernant le financement, vous l'avez très bien dit, à juste titre, c'est qu'on cherche déjà 60 milliards. Donc comment trouver ces potentiels ? Déjà 4-5 milliards cette année, et puis beaucoup 16. plus les années à venir, jusqu'à 16 milliards à horizon 2032, selon les données du corps. Premier élément que je tiens à vous dire, c'est que nous, au Rassemblement national, on est clair, c'est qu'on a proposé un contre-budget qui fait 75 milliards d'économies cette année, 15 milliards d'économies supplémentaires que les Français peuvent trouver aujourd'hui. Alors sur quoi ?
Sur quoi ? on va revenir sur les débats du PLF, c'est sur les D'accord. opérateurs de l'État, Donc c'est PF. c'est tous ces sujets. Oui, parce qu'en fait, ça a été très bien dit, et vous l'avez aussi dit, c'est une vision macroéconomique qu'il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui, déjà, le système par répartition, stricto sensu, il n'existe plus. Parce qu'il y a une partie de taxes afférentes, il y a des ITAF. Il y a aujourd'hui près d'un tiers aujourd'hui du système par répartition, chers collègues, qui n'est pas lié aux cotisations, mais qui est lié à des taxes, à des ITAF, des taxes qui sont en fait dédiées notamment au système par répartition. Mais si je puis me Donc ça, permettre, c'est- quand même, le pilier de notre système, notre pilier de notre système, ce sont les actifs. Aujourd'hui, les travailleurs d'aujourd'hui qui financent les retraités Ça, c'est la d'aujourd'hui. répartition. Ça, c'est les 2 tiers, vous avez raison, et je finirai. D'où les objectifs que nous avons à long terme, qui est bien entendu d'agir sur la question de la démographie, de la natalité, ce qui gêne un certain nombre de personnes dans Vous l'hémicycle. relancez la natalité. La natalité, et deuxième point, il y a 5,5 millions de chômeurs dans notre pays. Vous savez, c'est l'étude du corps, et je vais citer l'étude du corps, qui dit qu'aujourd'hui, en termes de taux d'emploi, Donc on est l'assurance 14 chômage, points. vous la faites. La réforme. 14 points, mais ça c'est d'autres sujets, c'est des sujets macroéconomiques, mais il y a tous les leviers qu'il faut activer justement pour créer des emplois. Politique de retour à l'emploi. Je pensais que vous alliez me répondre l'immigration. Il n'y a que 500 000 offres d'emploi dans notre pays pour 5,5 millions de chômeurs. Donc il faut d'abord créer de l'emploi. Et pour finir, pour citer le chiffre, et après je laisse la parole à mes collègues, aujourd'hui on est 14 points en dessous des Pays-Bas en matière de taux d'emploi. Et la note du corps est très claire. Si on atteignait le taux des Pays-Bas, on gagne 140 milliards d'euros par an. C'est dans la note Mais du corps. les Pays-Bas ça travaillent compense plus largement longtemps. ce qu'il Mais faut les pour Pays-Bas pouvoir payer travaillent L'âge légal est plus. Mais justement, les Pays-Bas ont une durée de travail plus élevée et sur la semaine et annuelle. Et tout au long de la vie. Ce qui pêche dans notre système, et je dis ça de façon très factuelle, Bessie, parce que c'est des cotisations qui rentrent, ce qui pêche dans notre système aujourd'hui, c'est qu'on rentre en France, par rapport à nos voisins européens, assez tardivement sur le marché du travail, pour plein de raisons, et qu'on en sort beaucoup plus tôt que les autres, alors que dans les autres pays d'Europe, effectivement, l'emploi des seniors est beaucoup plus développé. Philippe Vigier. Vous avez raison, puisque l'exemple des Pays-Bas a été donné. L'âge légal de sortie de la retraite aux Pays-Bas 65. Oui, 65. Oui. Et c'est en train d'augmenter. Mais quel taux de cotisation, je ne vous ai pas interrompu. On est à près de 30%. Je ne vous ai pas interrompu, Thomas Laissez Ménager. Philippe laissez-moi Vigier s'exprimer, développer. s'il vous plaît. La deuxième chose, vous l'avez dit, madame, très bien, l'affaire de la démographie. En 2000, 2 actifs pour un retraité. En 2030, 1,5 actifs pour un retraité. Évidemment, nous, on n'est pas les méchants qui veulent dire aux gens, partez le plus tard possible. Je comprends ce que vous disent ceux avec lesquels on fait un micro-trottoir. Bien sûr, j'entends. Mais il y a des injustices. On ne parle jamais des petites retraites, qu'on a un peu révalorisées, mais le chemin n'est pas accompli. On ne parle jamais de la pénibilité, ou très peu, alors qu'il y a tout à faire. Sur les femmes, sur les trimestres, maternité, qu'on a réussi à faire rentrer. Donc, Michel Barnier, il a promis Mais d'améliorer oui, mais la je veux dire- réforme, je sans veux dire, l'abroger. Absolument. Ça vous J'y convient. arrive. Je veux dire qu'il y a eu un certain nombre d'avancées l'année dernière, certes insuffisantes. Mais les régimes spéciaux, c'est la même chose. Il y a des Français, si vous interrogez, est-ce que vous voulez préserver des régimes spéciaux? Ils vous répondent tous non. Il y a des nantis d'un côté et les autres qui l'ont pas. Alors qu'il y a des régimes qu'il faut protéger et d'autres qu'il faut, 40 et d'autres qu'il faut régimes en France supprimer. de retraite. 43 exactement. Donc ça veut dire en clair que ces sujets sur les réformes des retraites, et vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être une retraite à points. Le temps choisi, mais on a vu, moi j'étais là, j'ai vu le niveau de complexité pour rapprocher tous ces systèmes. La chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des toutes petites retraites sur lesquelles on ne peut pas continuer. La chose qu'il faut dire, ça c'est un point, j'ai d'accord Alors, pour l'instant, avec elles Thomas sont Ménager, protégées, sur hein, le y taux compris, d'emploi des dans le seniors. budget. Sur le Les taux petites d'emploi des retraites, sur seniors, le j'avais gel de même l'indexation. proposé de créer pour les seniors, à partir de l'âge de 55 ans, des contrats moins chargés en charges sociales, de manière à ce qu'on puisse plus le remettre sur le circuit de l'emploi. Donc en fait, arrêtons de caricaturer, mais le financement, c'est la clé de vous. Alors, justement, et Adrien ces Clouet. 50 milliards, on ne les trouvera pas comme ça, et le trou va s'agrandir. D'ailleurs, dernier mot, lorsque les 4 ministres sont venus l'autre jour nous présenter le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il n'y a pas un député qui les a interpellés sur le sujet des retraites. Vous voyez, ça, ils doivent savoir ça, vos auditeurs. Pas un seul n'a posé cette question-là. Comme si, naturellement, il fallait avancer parce que ce qui a été fait avant, Alors, il y a quand même les partenaires sociaux qui vont travailler sur l'amélioration de la réforme. Vous allez revenir à la charge, puisqu'il y a une niche LFI, donc un temps d'initiative parlementaire pour votre groupe qui est prévu le 28 novembre. Oui. Et vous allez proposer, comme le RN, l'abrogation. Pas comme le RN, mais on va proposer l'abrogation sur des bases différentes. Vous, quel est Pour votre deux raisons. financement? Parce que les chiffres, c'est les mêmes. Où est-ce Bien que vous sûr. trouvez l'argent? Sur qui? Alors, premièrement, on déplafonne, je vais expliquer ce que ça veut dire, on déplafonne les cotisations vieillesse. Dans notre pays, quand vous payez des cotisations, il y a une part qui est en dessous d'un certain revenu, c'est 3 900 € en ce moment, et il y a une part qui est au-dessus.
Bien, nous, on veut que la part qui est au-dessus soit concernée par toutes les cotisations, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de revenus dans notre pays qui ne cotisent pas. Par exemple, la participation, l'intéressement, les primes Macron. Lorsque vous en percevez, vous ne versez pas d'argent dans la sécurité sociale. Il y a là des sommes tout à fait gigantesques. Troisièmement, il y a des exonérations de cotisations sociales pour plein de raisons différentes, soit parce que c'est des bas salaires, soit Alors pour... ça tombe bien, dans le projet de loi de finances, elles sont remodelées. Hein. Alors, Les allégements sont revus à la baisse. Et vous avez raison d'en parler, c'était l'article 6 du projet de loi de Pas trop financement de la technique. sécurité sociale. C'était l'article 6 dont vous parlez. Ça visait à nous récupérer 5 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Rassemblement national, les Républicains, quasiment tous les macronistes, pas tous. Pas nous. Pas toi. Pas le MoDem. Pas toi. Moi, en j'ai tout cas. fait d'autres propositions. Ils sont revenus sur Eh bien, ont renoncé la baisse du à coût du 5 travail. milliards d'euros. Volontairement, ils ont renoncé à 5 milliards on verra d'euros ce qu'il en est pour la sécurité sociale. finalement ou pas. Et donc, vous voyez que vous avez ici une différence nette. Vous avez d'un côté un texte, celui qu'on porte, nous, à la France Insoumise, et avec nos partenaires du NFP, qui a un financement consistant Donc à vous dire qu'il faut un taxez financement davantage. juste. C'est pas une taxe, c'est des cotisations. Non, mais les cotisations, vous les rallongez, vous les maintenez, voire vous les augmentez, et puis vous taxez, comme vous l'avez dit, la participation, les primes Macron, etc. Enfin, on les fait cotiser. Donc, on les fait cotiser. le levier, c'est l'impôt. On peut le dire de façon Bah un non, peu, c'est la cotisation, un peu c'est pas l'impôt. générale. C'est pas pareil, la cotisation et l'impôt. C'est l'un ou l'autre. hein. C'est le pas pareil. prélèvement. Voilà, c'est le prélèvement. C'est le Oui, prélèvement. mais j'entendais au sens Non, mais vous avez générique du raison, c'est terme. le prélèvement. L'impôt Donc, qui ça, peut c'est le être premier intéressant. élément. Nous, Ou on la a un baisse texte de- qui est financé de manière juste et non pas en disant on va faire 8 enfants à toutes les femmes en Alors, France. là, il y a un moment... Et deuxièmement, Quelle caricature. 6, 7. Et deuxièmement, qu'il y a un avantage, c'est que notre texte, il peut être repris au Sénat dès l'hiver par la niche des communistes, puis être repris à l'Assemblée nationale 2 mois plus tard par la niche des écologistes. Ça veut dire qu'avec notre texte, qui a un chemin pour aboutir... Oui, avec un eh Sénat bien, de droite, on ça peut va y quand même arriver. être un peu compliqué de Mais trouver c'est une pas grave parce que, majorité. oui, mais si il est rejeté au Sénat, il peut revenir à l'Assemblée. C'est dans une l'Assemblée niche. qui a le dernier Donc il n'y a mot. pas de souci pour une seconde lecture. Alors, voilà. vous, Donc pour avez vous, c'est un chemin, possible- un scénario, un chiffre. Dans cette Assemblée, de trouver les voies et moyens pour parvenir au vote de l'abrogation. C'est très intéressant ce que vous allez répondre à cette question, Thomas Ménager. Le 28 novembre, vous faites quoi? Parce qu'on sent bien que votre proposition de loi, elle n'est pas ultra bien engagée, et ce n'est pas forcément de votre faute, bien évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Vous votez la proposition de loi LFI? Oui ou non? C'est en ça qu'ils ont une position qui est quand même pas forcément très claire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de nos voix. Ah, c'est sûr, c'est pour Voilà. ça que j'ai bien besoin d'une Voilà, réponse. Monsieur Clouet, ça ne passera pas, vous savez, c'est des calculs de CP, d'arithmétique. Aujourd'hui, Alors, vous n'êtes pas majoritaire, contrairement Thomas à ce que vous Ménager, pensez. le RN va-t-il Nous, voter alors, si la c'est le proposition LFI dispositif sur les retraites? stricto sensu de retour en arrière, on pourra bien entendu le voter. On a déjà voté des textes avec la majorité, avec le NFP. Il n'y a aucun souci. Nous, si ça va dans le sens de l'intérêt de la nation, et c'est ce que les personnes qui ont été interrogées attendent des élus. Par contre, si c'est des hausses de taxes, comme ils le proposent, des hausses de cotisation. Je le disais au préalable, des hausses de cotisation, on est aujourd'hui à 28%. On est à 18% dans la moyenne de l'OCDE. Et j'ai pris le chiffre, parce que c'était ce que disait M. Vigier, sur les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, oui, on travaille jusqu'à 65 ans, mais on cotise 18%. En France, on cotise 28% en cotisation vieillesse. J'ai vérifié pendant l'émission. 28%. Donc oui, vous cotisez toute votre vie beaucoup plus. Et je tiens à dire un chiffre qui est très intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui ne vient pas de moi, qui vient des auditions que j'ai menées avec la CPME. Donc ce n'est pas mes chiffres. Mais aujourd'hui, vous cotisez plus en termes de cotisation vieillesse chaque mois que ce que vous payez pour votre logement. Alors, juste 928 euros par mois contre 920 euros pour le logement. Vous allez vous réunir avec Marine Le Pen sur une position stratégique sur le alors, texte LFI. C'est juste parce qu'on a l'impression que vous me faites une réponse de Normand. Si c'est oui, mais non, parce que c'est mal financé. Parce qu'il fait peur avec toutes ces hausses de cotisation. Mais si c'est le texte de M. de Courson, alors nous l'avions voté, nous l'avions soutenu. Et si c'est le même texte, qui est en gros le même que celui que j'ai déposé, bien entendu. Donc il y a une par voie de cohérence, passage si vous il y aura une voie de reprenez à passage la dans lettre l'intérêt des Français, bien entendu. le texte de Charles de Courson. Philippe Vigier et Fanny Guinochet. 3 mots. Sur le cheminement du texte, qu'il arrive au Sénat, je dis à Adrien Clouet, la majorité sénatoriale va naturellement pas voter votre texte. Donc, vous allez être battu au Sénat. Donc en fait, s'ils sont dans une... Pas tous en même temps. Je suis d'accord. Non mais, bien sûr. Tout à l'heure, Adrien Clouet, avec beaucoup d'élégance, a imaginé que le texte allait passer au Sénat. Il ne passera pas au Sénat, il va revenir ici. Il arrive au Sénat, il revient. Il va revenir ici. La deuxième chose, là où ils ont un désaccord entre eux, mais d'ailleurs à l'intérieur du nouveau Front populaire,
Je vous rappelle quand même que la réforme Touraine qui prévoit de cotiser 43 années en 2035, c'est celle qui a été portée par les socialistes. Donc, est-ce que oui ou non, ce texte, Adrien Clouet, va revenir sur la réforme également Touraine, donc pour une retraite à 60 ans? Donc, imaginez les socialistes... Vous pensez qu'ils n'auront pas le plein des voix du nouveau Front populaire, parce que les socialistes ne veulent pas. Merci, l'argument vous me précédez, puisqu'ils ne sont pas du tout sur le même texte, puisque le Rassemblement national, lui, sur une retraite à 62 ans, et encore même Marine Le Pen disait il y a quelques semaines, on verra en fonction de la situation comment on fait. Donc, en fait, ils sont d'accord sur rien. Et l'abrogation des LFI, c'est pas tout de suite le retour à 60, on abroge les 64 ans. Mon propos, c'est pas uniquement de faire l'arbitre entre deux. Ce qui m'intéresse, c'est comment je peux servir une meilleure retraite, comment je tiens compte des pénibilités, des générations. Mais c'est essentiel parce qu'on ne peut pas rester sur le système sur lequel nous sommes. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit, c'est que le financement, en tout cas, qui est proposé, c'est que ce soit déplafonner les cotisations vieillesse ou même de revenir sur des exonérations de charges, ça touche le travail. Et aujourd'hui, la difficulté de notre système, c'est qu'il ne repose que sur le travail et que les travailleurs sont les moins nombreux aussi. Et que par ailleurs, ce que derrière, économiquement parlant, si vous alourdissez les prélèvements, ça veut dire que pour les patrons, pour les employeurs, ça coûtera plus cher d'employer. Si aujourd'hui, dans le projet de loi de finances, et c'est purement factuel, il y a des exonérations de charges, c'est pour permettre à des patrons, pour inciter les gens à employer. Et donc si on les enlève, c'est un frein à l'embauche. Voilà, ça sera un frein. Bien compris. Ça sera un frein à l'embauche. Et dernière chose, eh bien, vous pouvez vous dire que, par exemple, les salaires auront du mal à augmenter. Oui, on va s'arrêter là, mais je voudrais juste terminer encore par une question à Fanny Guinochet. Il y a cette consultation des partenaires sociaux sur les améliorations, parce que ceux qui nous regardent se disent, bon, ça va être compliqué d'arriver à l'abrogation des 64 ans, mais quand même, peut-être sur les carrières longues, sur les carrières hachées des femmes, et pourquoi pas sur la pénibilité. Clairement, c'est des angles morts. Clairement, ce sont des angles morts de la précédente réforme, que ce soit sur les femmes. Les petites retraites des femmes ont gagné, ont été revalorisées, mais en revanche, globalement, les femmes ont perdu dans la réforme 2023. Sur la pénibilité, c'est un sujet qui a été mis de côté pour différentes raisons, notamment parce que les employeurs n'ont pas du tout envie d'y aller, mais ça, c'est vraiment le vrai sujet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français se disent que ça n'est pas possible de travailler jusqu'à 64, 65 ans? C'est la pénibilité, l'usure professionnelle. Et on verra si les critères sont repris dans la loi. Voilà, donc il faut voir un peu comment ça va être traité. On s'arrête là, mais on l'a compris, il y a plein de rendez-vous dans l'hémicycle sur les retraites, l'abrogation, donc on verra ce qui se passe jeudi, et puis on reviendra sans doute sur LCP, sur votre initiative parlementaire le 28 novembre prochain. Merci à tous les quatre. Bonsoir Pauline de Saint-Rémy. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir pour évoquer la surprise du chef chez De Noël. La surprise, c'est évidemment la dissolution du 9 juin dernier. Le chef, vous l'aurez deviné, c'est Emmanuel Macron, et la rédaction de Politico que vous dirigez nous plonge minute par minute au plus près du pouvoir dans ces 28 jours qui ont sidéré les Français. L'invitation de Marion Becker, interview juste après. Si on vous invite, Pauline de Saint-Rémy, c'est parce que vous avez tenté de comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'Emmanuel Macron le 9 juin dernier, le soir des élections européennes. Le Rassemblement national arrive en tête, le président décide de renverser la table. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Dans la surprise du chef, vous avez essayé de chercher la rationalité de cette décision, prise au dernier moment, qui a surpris jusque les plus proches du chef de l'État et ses ministres. Quelques heures avant l'annonce, le cercle restreint convié est sidéré et ne parvient pas à faire changer d'avis le président. Vous racontez comment Emmanuel Macron se persuade que les Français se détourneront de l'extrême droite pour un scrutin national. Il croit prendre de court la gauche. La gauche, bon courage à elle pour s'unir en 3 semaines, plastronne-t-il. Pour finir, Emmanuel Macron explique qu'à tout prendre, mieux vaut une cohabitation avec Bardella maintenant que laisser les clés du palais au Rassemblement national en 2027. Vous comptez le rôle des conseillers de l'ombre, dont Pierre Charon. Vous dévoilez les coulisses, les conciliabules, les anecdotes de la campagne jusqu'au 8 juillet, 24 heures après le second tour des élections législatives, où apparaît un président imperturbable et sûr de lui. On les a bien retournés, a-t-il glissé ce matin, dans un grand sourire à l'un de ses interlocuteurs qui le félicitait des résultats de la veille.
Le chef de l'État ne laisse pas transparaître le moindre doute ni le moindre remords. Vous avez, Pauline de Saint-Rémy, documenté ces quelques semaines qui resteront certainement dans l'histoire. Et bienvenue sur ce plateau, Pauline de Saint-Rémy. C'est un plaisir de vous retrouver. Votre livre s'ouvre par cette soirée électorale de défaite aux européennes pour le camp présidentiel le 9 juin 2024. La rumeur enfle dans les rédactions. Emmanuel Macron va s'exprimer et c'est la stupeur générale. L'annonce surprise et massive de la dissolution et très peu sont dans la confidence, sauf quelques conseillers. Sur la date, à quand remonte cette décision du chef de l'État? Justement, c'est la grande question. Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre par un jour, un moment. En fait, ce qu'on décrit dans le livre, c'est plutôt la maturation de cette décision. C'est-à-dire à partir de quand elle a été dans l'air, imaginée, puis envisagée un petit peu plus sérieusement, pensée. Organiser un petit peu, parce qu'on s'est surtout rendu compte que le parti présidentiel, notamment, n'était pas prêt. Mais l'hypothèse circule quand même, je crois, au mois de mai, à vous lire. Oui, alors, d'abord, l'idée de dissoudre est dans l'air. Je pense que vous avez dû en parler sur ce plateau 1000 fois. Tout le monde sait, tout le monde pense dans la majorité, alors à quelques exceptions près, qu'il va falloir dissoudre à un moment donné. Cette idée-là est admise. La vraie question, c'est quand est-ce que et pourquoi Emmanuel Macron décide de dissoudre au soir des européennes. Très vite, il le dit, il pense prendre de court ses adversaires, et notamment la gauche, ça a été dit dans votre sujet, il pense que la gauche n'aura pas le temps de s'unir. Ça, on va y revenir. C'est pour le calcul, et c'est sans doute sa plus grande erreur. Vous alliez m'interrompre. Non, je vous écoute attentivement, parce que c'est vrai que faire ça directement après les résultats, c'est quand même un choix audacieux. C'est rarissime, c'est jamais vu d'ailleurs. Ça veut dire que lui pense vraiment qu'il va faire un effet de choc dans l'opinion, un effet blast, parce qu'il y croit vraiment. Alors il croit vraiment à sa possibilité au moins de créer une dynamique. C'était ça l'expression qu'il utilisait à ce moment-là. Disons que s'il y a une chose qu'il a réussi, alors c'est un calcul un petit peu court-termiste, je pense que son calcul était quand même plus large que ça, s'il y a une chose qu'il a réussi, c'est de faire en sorte qu'on ne parle pas, ou très peu finalement, de ce résultat des élections européennes. C'est vrai. Certes, la décision était dans l'air, comme je venais de vous le dire, ça faisait des jours qu'il y réfléchissait, qu'il hésitait, qu'il en parlait avec certains conseillers qui ont été évoqués. Mais c'est vrai que la page des européennes, elle est tournée le moment où vraiment on est certain dans son entourage qu'il va le faire, c'est quand les résultats qui sont cataclysmiques pour Renew, pour son parti aux européennes, se confirment. On raconte notamment que le matin des élections européennes, les premiers résultats qui lui parviennent, des Outre-mer, qui sont un petit peu moins mauvais qu'ils ne seront dans le reste du pays, le font même un petit peu hésiter, parce que dans un premier temps, il se dit peut-être qu'on va créer la surprise. Finalement, ce n'est pas le cas. Et voilà, le choc de cette défaite inouïe aux européennes le décide à vraiment y aller. Alors, il y a un quatuor de conseillers autour de lui qui a pu se vanter a posteriori d'avoir été et dans la confidence et même de l'avoir influencé. On les voit ici, Bruno Roger-Petit, Clément Léonard-Doudzi. Alors, l'écran mal sizé, on les voit mal. Pierre Charon, on les voit à l'antenne, pardonnez-moi. Et Clément Léonard-Doudzi, voilà, et Jonathan Guémas, la plume et le conseiller en communication aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont influencé ou est-ce que tout simplement, ils étaient simplement au courant? C'est compliqué d'y répondre en quelques mots. Ils étaient au courant, ça c'est véridique, c'est absolument incontestable. Il avait été raconté par nos confrères du Monde très vite après l'annonce qu'il y avait eu un dîner dans un restaurant avec ces 4 personnages auxquels Emmanuel Macron avait participé à la fin du mois de mai, où l'idée de dissoudre au soir des européennes avait été évoquée. Ce qui semblait un peu excessif, c'était de dire que la décision avait été prise ce soir-là et qu'elle était irrévocable à partir de ce soir-là et qu'une cellule s'était mise en place à l'Élysée. Vous montrez très bien que c'est pas qu'il hésite, mais il doute jusqu'au bout. Vous l'expliquez. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont eu certains de ses interlocuteurs le jour même si on pourrait aussi souligner le fait que certains le jour même, y compris des proches, je pense à Philippe Grandjean, alors il s'était exprimé dans la presse aussi publiquement, mais il l'a fait en coulisses. Il apprend le matin même par Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qu'Emmanuel Macron va le faire, il va dissoudre. Il lui fait parvenir un courrier au Touquet et il tente de le dissuader le jour même et ça n'a eu aucun effet. Personne ne nous a dit avoir eu le sentiment de peut-être pouvoir le faire changer d'avis. C'est pour ça que c'est compliqué. Tout repose en fait sur un pari perdu. Tout repose sur le fait que Emmanuel Macron, après des européennes très
très très dur pour la gauche, où on a vu les Insoumis vraiment insulter Raphaël Glucksmann, le candidat socialiste, ne pourrait pas s'unir. Or, c'est un réflexe à gauche face à l'extrême droite, c'est pavlovien, on s'unit. Comment c'est possible qu'il n'ait pas compris ça, malgré un Richard Ferrand venu des rangs du PS qui lui dit ils vont s'unir, malgré d'autres, Julien de Normandie, Philippe Grandjean aussi qui vient du PS, qui lui disent Stéphane Séjourné c'est une erreur. Aussi. Oui, on pourrait lister le nombre de personnalités autour de lui qui restent. Certains se sont éloignés de l'Élysée, évidemment en 7 ans il s'est passé beaucoup de choses, mais il reste quand même des personnalités influentes autour de lui qui sont issues de la gauche et qui, alors a posteriori, il faut toujours faire attention parce que quelquefois les gens sont tentés de refaire l'histoire, mais disent pour nous, ça paraissait évident, exactement de la même façon que vous venez de le dire. Ceux qui connaissent le Parti socialiste, notamment, étaient convaincus que ça allait se faire. Il y a un ancien ministre issu de la gauche qui nous a dit que le jour même, il l'a dit à Emmanuel Macron, il lui a dit si tu avais déjà été dans un congrès du Parti socialiste, tu saurais qu'ils vont s'unir, quoi qu'il arrive, face au danger du RN. Il ne l'a pas entendu. Comment vous répondre sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas entendu ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu compte de ces mises en garde? Ça restera sans doute éternellement un mystère. Dans la confidence également, il y a des politiques. Il n'y a pas que les conseillers de Lyon, notamment Gérald Darmanin et Stéphane Séjourné. Vous y revenez. Darmanin était plutôt un partisan du scénario de la dissolution. C'est ça? Son discours a un petit peu varié. Il poussait plutôt Emmanuel Macron à dissoudre, mais en même temps sans trop croire qu'Emmanuel Macron allait suivre son conseil. C'est ça qui a été... Il n'aura pas... Voilà, et l'audace de le faire. Exactement. Et la raison pour laquelle son discours a varié, c'est aussi parce qu'on lui a énormément reproché. Alors, il a fallu que lui-même explique un peu sa position. Le soir même, certains ministres qui étaient complètement effarés par l'annonce que venait de leur faire Emmanuel Macron s'en sont pris à Gérald Darmanin. Ils avaient tous peur pour leur propre sort dans leur circonscription. Ils étaient beaucoup à devoir être candidats eux-mêmes et le lui ont reproché. Et sur le moment, il a prétendu qu'il n'y était pas pour grand-chose. C'est difficile de dire exactement le rôle qu'il a joué, évidemment. Alors, si Emmanuel Macron, et on le comprend très bien à vous lire, c'est bourré d'anecdotes, c'est vraiment au jour le jour, décide ça, c'est pour prendre tout le monde de court, parce qu'il est persuadé, en tout cas l'Élysée est persuadé, que la droite va censurer le gouvernement Attal sur le budget. Et pourtant, il y a cette photo édifiante où on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas prévenu ni son Premier ministre, ni la présidente de l'Assemblée nationale, qui essayent de lui dire, mais non, il y a une voie de passage, notamment avec Éric Ciotti à l'Assemblée. Qu'en est-il? Est-ce que Gérard Larcher, quand il dit qu'il va censurer, c'est lui qui donne le là? Alors, qui disait vrai dans cette histoire, ou qui avait tort ou qui avait raison, on ne le saura jamais. En fin de compte, on ne saura jamais ce qui se serait passé aujourd'hui à l'automne, à la saison budgétaire, s'il n'y avait pas eu cette dissolution. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, et Yaël Braun-Pivet et Gabriel Attal, chacun dans leur couloir, étaient convaincus qu'il y avait des voies de passage. Gabriel Attal était même allé voir, c'est ce qu'on raconte, Emmanuel Macron 10 jours avant les résultats des européennes pour lui faire la démonstration que c'était possible, qu'un budget pouvait être adopté sans 49.3 et donc sans risque que le gouvernement soit censuré. Il assurait avoir pris des contacts avec des députés LR, avoir des contacts avec Éric Ciotti. Manifestement, ça n'a pas eu le moindre impact sur Emmanuel Macron. Et même pire, après cet entretien qu'ils ont eu en tête-à-tête où la dissolution n'a pas été évoquée, ce qui a ajouté au sentiment de trahison de Gabriel Attal un peu plus tard, Emmanuel Macron, à partir de là, nous diront ses conseillers et nous dira l'Élysée, on a tiré la conviction que quoi qu'il arrive, Gabriel Attal serait fermement opposé au principe d'une dissolution. Et c'est de cette façon qu'il justifie le fait qu'il ne lui en ait pas parlé avant 18h45, le soir de l'annonce de sa décision. C'est absolument lunaire. Ce qui frappe aussi, c'est quand vous montrez très bien qu'il pense qu'il peut se refaire. Comment c'est possible, vous avez été un peu dans la tête d'Emmanuel Macron en recueillant toutes les confidences de son entourage, qu'il ait à ce point confiance en lui, alors que tout le monde lui dit « tu suscites un rejet massif, tu ne peux pas gagner sur ton nom ». Ça, il ne veut pas l'entendre. On raconte notamment une scène où Julien de Normandie lui parle de ça. Il avait été raconté à l'époque que François Bayrou lui avait parlé du rejet qu'il suscitait, que Édouard Philippe l'avait fait. Mais Julien de Normandie, c'est vraiment le proche parmi les proches. Et lui le fait, lui parle de la haine, c'est le mot qu'il utilise, nous a-t-on raconté, qu'il suscite auprès d'une partie des Français. Et à ce moment-là, justement, il y a deux de ses conseillers qui sont là, son ancien conseiller en communication Clément Léonard Dudy et l'actuel Jonathan Guémas, et qui, alors ça c'est
vous allez me dire classique des phénomènes de cour autour des présidents de la République, mais qui à ce moment-là tout de suite le rassurent et lui disent mais non, la parole du président est attendue. À ce moment-là, on attendait la conférence de presse d'Emmanuel Macron, il était encore question qu'il fasse des déplacements, etc. Et qui tout de suite vont le rassurer, vont lui dire... Voilà, je pourrais dire familièrement le caresser dans le sens du poil. Alors que François Bayrou dit qu'il faudra démacroniser la campagne et il fait partie de ces rares à lui dire des choses les yeux dans les yeux et franchement... à l'arrivée, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut essayer de factuellement retracer les choses sans post-rationaliser dans les prises de parole des uns et des autres. Il y a une thèse qui circule selon laquelle, connaissant l'état des finances publiques, il aurait déclenché cette dissolution pour refiler, si j'ose dire, la patate chaude aux vainqueurs de législatives, que ce soit le RN ou que ce soit, comme on le voit aujourd'hui, cette coalition un peu baroque entre la droite et les macronistes. Oui, c'est difficile d'être très affirmatif. J'ai entendu cette thèse aussi. Il dit lui-même, et il continue à dire encore aujourd'hui, ses interlocuteurs le disent, qu'il a bien fait de dissoudre et, comme vous l'avez dit, qu'il n'a aucun doute sur le fait que la droite aurait joint ses voix à celles de la gauche et aurait contribué à renverser le gouvernement. Si c'est effectivement ce qu'il pensait, on peut partir du principe qu'il avait des informations que nous, journalistes, en tout cas, n'avions pas à l'époque sur l'état réel des finances publiques et que ça a joué. Moi, je pense que, très sincèrement, je maintiens qu'il a réellement cru qu'il pouvait faire un coup politique et prendre les Français en quelque sorte à témoin. C'est-à-dire juste après ce vote qu'il venait d'exprimer où 46% des Français avaient voté pour des partis populistes dans les mots d'Emmanuel Macron, ils allaient changer d'avis en quelque sorte et se rallier notamment au parti présidentiel. Ce qui est fascinant, et c'est ma dernière question, c'est que vous montrez bien qu'il ne regrette rien, même en privé, ni sur le timing. Il ne le dit pas, il ne le concède pas, ça c'est certain. Voilà, même s'il commence à comprendre, à vous lire que cette décision est incomprise, ça crée une énorme fracture dans la Macronie. Indépassable aujourd'hui. On sait que Gabriel Attal ne parle presque plus au chef de l'État. Je pense effectivement, mais on parle beaucoup de la relation entre Gabriel Attal, qui je pense était déjà abîmée, la relation entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron avant que ça ne se produise. Mais je pense peut-être plus grave encore ce que ça a provoqué avec l'ensemble des députés de la majorité d'alors. Vous l'avez suivi comme moi, à l'époque, il y avait une libération de la parole inouïe chez les députés macronistes, un sentiment de trahison qui, je pense... restera malgré tout à jamais. Je sais qu'aujourd'hui encore, Emmanuel Macron recevait des députés qu'il essaye de retisser le lien, mais ça paraît quand même très compliqué. Puis il y a tous ceux qui ne sont pas revenus à l'Assemblée aussi. Merci, bien sûr. Les perdants, ils lui doivent un peu leur défaite. Merci infiniment, Pauline de Saint-Rémy. La surprise du chef, c'est avec toute la fine équipe que vous dirigez du Playbook Paris de Politico, et c'est à lire aux éditions de Noël. On va terminer avec la question qui fâche, avec nos chroniqueurs, bien sûr. Tir croisé ce soir avec Bertrand Perrier. Ravi de vous retrouver, maître Bertrand Perrier, avocat après la Cour de cassation et maître en art oratoire. Vous débattez ce soir avec Charles Sapin. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service politique du Point, bien installé. Voici la question qui fâche. La question qui fâche se pose après un flagrant délit, celui d'un député insoumis. Jeudi dernier, Andy Kerbrat a été arrêté alors qu'il achetait de la drogue à un mineur dans le métro parisien. Il était en possession d'1,35 g de 3 MMC, une substance utilisée pour allier sexe et drogue. Dans un communiqué, le député de Loire-Atlantique reconnaît les faits et s'excuse. Il affirme vouloir suivre un protocole de soins pour combattre son addiction. Andy Kerbrat a été auditionné au commissariat sans garde à vue. Il est poursuivi pour usage de stupéfiants. Sur les réseaux sociaux, ses anciennes déclarations ressortent, comme cette interview de l'an dernier. La lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Dans un message sur X, le ministre de l'Intérieur, lui, appelle Andy Kerbrat à la démission. Il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Andy Kerbrat doit tirer les conséquences de ses actes. Dans les couloirs de l'Assemblée, une partie des députés sont sur la même ligne.
Quand on fait la loi, on doit donner l'exemple. Moi, je pense que M. Kerbrat devrait en effet interroger ses électeurs par le biais d'une démission où il se représenterait pour que ces électeurs puissent lui dire s'ils lui font à nouveau confiance pour les représenter. On n'a pas appelé à la démission d'un député, il a été élu. Aujourd'hui, c'est à M. Kerbrat de se demander devant sa glace s'il est toujours digne d'être député, de faire la loi quand on contrevient à la loi de cette manière. En revanche, Andy Kerbrat a le soutien de ses collègues insoumis et de Jean-Luc Mélenchon. À gauche, plus largement, on insiste sur ses problèmes d'addiction, sur sa maladie. Non, Andy Kerbrat ne doit pas démissionner. Andy Kerbrat doit prendre conscience de son addiction, doit entrer dans un parcours de soins. C'est une connerie qu'il a faite, il n'aurait jamais dû faire ça, c'est indéniable. Mais il n'a pas non plus cherché à faire valoir sa position pour éviter la sanction, première chose. Et deuxième chose, tous ceux qui crient à l'exemplarité, moi je voudrais qu'on fasse des tests de cheveux sur l'ensemble des députés de leur groupe. Je pense que nous serions surpris et surprises. Alors la question qui fâche ce soir est simple. Andy Kerbrat peut-il rester député ? Allez, la parole à Bertrand Perrier pour commencer. Moi, je crois que oui, sauf s'il est médicalement empêché, s'il s'avère qu'il ne peut pas siéger, s'il est privé d'une forme de libre arbitre, là, et s'il doit suivre un protocole de soins qui suppose qu'il soit dans une structure médicalisée, là, bien sûr qu'il doit quitter l'Assemblée nationale. Dans son communiqué, il s'excuse et il dit qu'il va être pris en charge. On ne sait pas exactement quel est le protocole. Une chose est certaine, c'est que la décision ne lui appartient qu'à lui. Juridiquement, rien ne l'y oblige. D'ailleurs, ça n'est pas le premier à avoir été confronté à cette situation. On se souvient d'Emmanuel Pellerin, évidemment le député LaREM, qui était resté en poste. Dans son communiqué, il dit qu'il va faire l'objet d'une ordonnance pénale. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une amende qui va lui être donnée par un juge, sans audience. Donc il n'y a pas de risque non plus de feuilletonnage. C'est une affaire qui va se résoudre sans audience publique, sur la base d'une injonction de soins probablement. Et donc, il n'y a pas l'idée d'une victime ou de plusieurs victimes. C'est un acte qui est très regrettable, qui est condamnable pénalement, moralement, mais à mon sens, pas démocratiquement. Charles Sapin, on entend très clairement deux camps parmi les réactions. Il y a ceux qui considèrent qu'il est malade, très clairement, et qu'il doit être pris en charge, et qu'il se soigne, et qu'on peut comprendre, après tout, ses addictions, et qu'il faut en sortir. Et puis il y a ceux qui considèrent que c'est un délinquant, et qu'il doit démissionner parce que le devoir d'exemplarité, il est rompu pour représenter ses électeurs. Malade ou délinquant ? Oui, alors vous avez totalement raison, mais pour moi, l'un n'empêche pas forcément l'autre. Regardez ce que disent les autorités de santé. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction ? C'est une affection cérébrale, chronique, récidivante, qui s'exprime par la recherche ou la prise compulsive de drogue. En clair, c'est-à-dire qu'un monsieur qui est addict, comme on dit, n'a pas la maîtrise totale ni de la quantité de drogue, ni du moment où il prend la drogue. Bon, quelqu'un comme ça, je suis désolé, mais ne peut pas représenter la nation, ne peut pas discuter les lois et ne peut pas les voter. Ensuite, pour rebondir sur cet argument... Il doit partir. Sur cet argument, il doit démissionner à mon sens, mais pour rebondir sur cet argument qui est très juste, de la maladie, c'est vrai que l'addiction se soigne par un long sevrage, qui est un traitement long, patient et rigoureux, et qui ne peut pas se faire entre deux séances de la commission des lois. Donc encore une fois, si on prend au sérieux cet argument, et c'est le cas, c'est un argument de plus qui va dans le sens de la démission. Ce monsieur doit démissionner pour se soigner, il se représentera aux élections lorsqu'il ira mieux, ce que tout le monde ici lui souhaite, et il verra si les Français donnent crédit ou non à sa rémission. Et puis, il y a une troisième raison qui est quand même importante. C'est qu'on est quand même dans un monde où la classe politique est quand même déconsidérée. Vous avez 7 Français sur 10 qui ne fait plus confiance à sa classe politique. Si un élu de la République qui est pris en flagrant délit en train de quand même acheter de la drogue à un mineur reste en fonction, quel message cela envoie aux milliers de bénévoles d'associations de prévention de la drogue qui agissent tous les week-ends, tous les soirs auprès des jeunes ? Quel message ça envoie auprès de ces jeunes ? On peut leur dire du coup qu'ils peuvent prendre de la drogue et que ce n'est pas incompatible avec les fonctions les plus prestigieuses de notre République. Et enfin, quel message ça envoie aux policiers qui risquent leur vie et qui parfois la perdent dans la lutte contre les trafics de drogue ? Ça veut dire que leur sacrifice ne sert à rien. Bertrand Perrier. Il y a quand même addiction et addiction. Là, si on ne le prend pas sur le fait, en réalité, personne ne le sait. Et donc, quelqu'un qui exerce son mandat de façon normale, il se trouve qu'il est pris en flagrant délit et que donc, on rembobine les choses et qu'on se dit il n'est pas apte. En réalité, rien dans son comportement de député n'indiquait qu'il n'aurait pas été apte à voter, à être présent et à exercer son libre arbitre sur les décisions qu'il devait prendre en tant que député. Pardonnez-moi, il a une fonction particulière, il est député. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire la loi après ça ?
c'est une question qui n'est pas forcément... Alors, elle est politique. Il y a deux approches. Peut-être qu'on peut penser qu'il peut d'autant plus faire la loi qu'il la vit. Et que finalement, il est pleinement légitime parce qu'il souffre de ces addictions, encore une fois, à un degré tout de même modéré. Je ne dis pas que c'est bien, c'est un cachet de MD qui l'a pris, et ce n'est pas non plus quelqu'un qui, dans son comportement quotidien, manifestait des troubles tels qu'il n'était pas en situation d'exercer son mandat. Et donc, je crois qu'il y a aussi une incarnation dans la fonction de dire, moi, je sais ce que c'est, et on en a aussi souvent le reproche de députés qui ne savent pas de quoi ils parlent. Là, vous avez quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ce qui me paraît plus choquant... On sent l'avocat, hein, quand même. Non, ce qui me paraît plus choquant dans le communiqué, c'est justement l'idée qu'il renvoie à ses collaborateurs. Ça, je trouve qu'il y a une façon de passer le mistigris en disant « mes collaborateurs restent à votre disposition ». Non, c'est quelque chose qu'il doit assumer lui-même. Charles Sapin, moi je voudrais aussi vous entendre parce que voilà, le temps file, mais je vous donne la parole. Ça vient après pas mal de casseroles quand même dans le camp LFI. Sophia Chikirou qui a été mise en examen. Il y a eu une affaire de violence sexuelle récemment également avec Hugo Prévost, absolument. Il y avait l'affaire Caténins avant. Est-ce que, vous parliez de la défiance tout à l'heure vis-à-vis des politiques, est-ce qu'en termes d'image, ça entache LFI ou toute la classe politique ? Mais toute la classe politique. Au premier titre, la France insoumise, pour ceux qui s'intéressent à la politique, mais si vous voulez, pour nos concitoyens, ça entretient une petite musique connue et qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est le « tous pourris ». Ou faites ce que je dis parce que je fais. Donc l'argument de Bertrand Perrier, au fond, en traversant cette expérience, peut-être qu'il sera presque plus légitime pour toucher à la loi. En fait, c'est un argument aussi qui est avancé par la France insoumise, mais que je peux entendre. C'est-à-dire que ça voudrait dire que... que ce député n'est pas tant coupable que ça, qu'il est victime de son addiction et que finalement c'est le mieux à même pour en parler. Bon, le problème c'est que c'est une logique déresponsabilisante dans le sens où une addiction n'est pas seulement à la drogue ne pose pas qu'une question de soin. Un consommateur de drogue, son obligation n'est pas que de se soigner, il a une responsabilité aussi dans le fait de consommer de la drogue. Et si vous voulez, le problème c'est qu'avec des réflexions comme ça, déresponsabilisantes, on arrive en effet aux violences conjugales d'Adrien Quatennens, on arrive aux infractions routières de Sébastien Deloju, on arrive aux agressions sexuelles de Hugo Prévost dont on vient de parler. Écoutez, avec tout ça, c'est plus la France insoumise, c'est la France indigne. Il y a un moment... La France indigne. Non, mais il y a un moment, si vous voulez, il y a un sentiment d'impunité de la classe politique qui fait beaucoup de mal à notre démocratie. Coupable à ma droite, victime à ma gauche, Bertrand Perrier ? Non, je ne dis pas qu'il est victime, je dis qu'il faut raison garder et ne pas raisonner par accumulation. Parce que là, évidemment, la situation de cette personne est mise en rapport et on a une accumulation de faits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En réalité, c'est une personne qui a effectivement reconnu avoir eu une addiction, mais encore une fois, qui ne le prive pas de la possibilité d'exercer son mandat. Et il n'a ni plus ni moins de droit qu'un autre. Il est citoyen, il paiera comme citoyen, mais il n'a pas à payer en plus comme député et il demeure légitime démocratiquement. Il a été élu et donc je ne crois pas que ça remette en cause sa légitimité démocratique. Tant qu'il peut physiquement, médicalement exercer son mandat et qu'il peut témoigner de la violence de ses addictions, je crois que c'est une voie qui peut encore être utile au travail parlementaire. Eh bien voilà, une belle question qui fâche. Tir croisé, parfait. Chacun se fera son opinion, coupable ou victime. En tout cas, c'est pas commun d'avoir un député pris en flagrant délit en possession de drogue, en plein achat de drogue de synthèse. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur LCP.